L'enquête sur la profanation du cimetière juif de Carpentras, 3 des auteurs présumés sont ce soir devant un juge à Marseille. Une partie du palais de justice de Bastia détruite cette nuit par un incendie d'origine encore indéterminée. À l'Elysée, déjeuner tête à tête, Jacques Chirac et Édouard Balladur, première rencontre depuis l'élection présidentielle. Pour réaliser 20 milliards d'économies budgétaires, le gouvernement va tailler dans le système d'aide à l'embauche. Dernier titre, fin du voyage d'Hervé de Charette à Alger. La France entend prendre un nouveau départ avec l'Algérie. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, le dicton du jour, à la Saint-Alphonse, c'est Patricia Girard qui fonce. Cette athlète guadeloupéenne de 28 ans s'est en effet offert cette nuit un bonheur tout à fait inattendu en remportant aux Jeux d'Atlanta la médaille de bronze du 100 mètres haies. Médaille obtenue au terme d'un suspense insoutenable pour la départager de l'américaine Gail Devers. Pour un petit centième de seconde, il a fallu attendre la photo, l'électronique. Patricia Girard qui s'offre le luxe d'éliminer donc du podium la championne du monde en titre. Dans l'actualité en France, les suites de l'enquête sur la profanation du cimetière juif de Carpentras en 90. 3 des auteurs présumés de cette profanation ont été présentés ce soir à un juge marseillais. D'autre part, un militaire de carrière interpellé hier soir à Colmar aurait avoué avoir participé à l'exhumation du corps de Félix Germont. Alban Mikosi. Il s'appelle Yannick. Il est employé dans une société de surveillance à Avignon. En garde à vue depuis mardi soir, il est le premier à avoir reconnu faire partie des profanateurs qui ont dévasté le cimetière de Carpentras il y a 6 ans. Vers 15 h cet après-midi, il quitte l'hôtel de police d'Avignon. C'est son témoignage qui a relancé l'enquête. Fatigué de porter un secret trop lourd, il a passé des aveux précis et circonstanciés. 1 heure plus tard, il arrive au palais de justice de Marseille pour y être entendu par le juge d'instruction et probablement mis en examen. C'est lui qui a donné le nom de ses acolytes. Ils ont suivi dans la soirée le même chemin d'Avignon à Marseille. Et puis, nouveau rebondissement vers 19 h à Mulhouse cette fois-ci, où un militaire de carrière, Olivier, âgé de 27 ans, a lui aussi reconnu avec force détail sa participation aux faits devant les enquêteurs de la PJ. En 1990, il effectuait son service militaire en Allemagne. Il devrait être transféré demain matin à Marseille. L'annonce de ces interpellations a provoqué des réactions mitigées parmi les habitants de Carpentras qui ont vécu depuis plus de 6 ans au rythme des rumeurs les plus folles et des fausses pistes, même si c'est le soulagement qui domine très largement chez toutes les personnes directement concernées par ce drame. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Hermite, Raymond Chaplard. Pas un journal qui ne titre sur l'arrestation des profanateurs. Carpentras, pendant 6 ans, otage de cette affaire, pourra-t-elle enfin respirer, se libérer de toutes ces rumeurs et accusations qui ont circulé dans la ville? Si la vérité est celle qui est annoncée, ça sera un désaveu d'abord pour ceux qui ont fait ces accusations, et puis aussi pour une certaine forme de justice spectacle. Si ce sont bien eux, à partir de ce moment-là, effectivement, cela colore d'une odeur tout à fait nauséabonde les manifestations qui ont eu lieu, et notamment celle du 11 novembre dernier. Allusion directe à la manifestation de Jean-Marie Le Pen à Carpentras. Et même si le Front National n'est pas montré du doigt, la piste d'extrême droite apparaîtrait être aujourd'hui la bonne. Mais dans la ville, prudence, on hésite encore à y croire. Je sais pas, c'est bizarre que quelqu'un se rend comme ça, d'un coup. Bizarre. Tant d'années pour faire la vérité, faut le faire, hein. Qui fait la vérité? Car ici, la piste des jeunes fils de bonne famille aura indéniablement laissé des marques. Une piste qui impliquait le propre fils du maire de Carpentras. L'affaire du cimetière, c'est 6 ans. C'est de toute manière 6 ans de trop. C'est 6 ans d'excès, c'est 6 ans d'infamie. C'est 6 ans où la cité a été bafouée. Et j'espère que la cité retrouvera son honneur. Des soupçons que Jean-Claude Andrieux espère voir balayés une fois pour toutes. Tout comme le juge d'instruction Sylvie Motte. C'est elle qui a instruit le dossier pendant 6 ans avant qu'on ne le lui retire. Soulagée, oui, parce que j'ai eu des pressions terribles. Les rumeurs les plus folles ont couru sur des Carpentraciens et je n'avais aucune charge contre ces gens-là. Je ne pouvais rien dire étant tenue par l'article 11 du Code de procédure pénale. Dans un certain sens, c'est un soulagement pour moi parce que je me dis que peut-être là j'avais raison. De ne pas les mettre en examen. En l'absence de charge, on ne peut pas mettre en examen. Donc j'ai toujours eu le souci d'une bonne application du Code de procédure pénale et donc là quelque part c'est une satisfaction pour moi.
Pas d'amertume chez le juge Motte, juste la satisfaction de 6 années de travail peut être enfin récompensée et surtout le soulagement de ne pas s'être trompé. 6 ans après, on est donc revenu à la piste qui avait été privilégiée dès le début, celle de l'extrême droite. Certaines des personnes interpellées sont en effet très proches d'un groupuscule néo-nazi, le PNFE, le Parti nationaliste français et européen. Précision, Michael Darmon. Couleur brune. À chaque réunion du Parti nationaliste français et européen, on affiche tout de suite ses idées. L'admiration pour le Troisième Reich, la suprématie de la race blanche, la violence politique. Fondé en 1985 par Claude Cornillo, ex-OAS et ex-Front National, le PNFE est le prototype français de la formation néo-nazie. Nous ne sommes pas un parti démocratique. Nous rejetons la démocratie et la société multiraciale. La démocratie parce qu'elle produit les mêmes maux dans tous les pays d'Europe. Le PNFE compte environ 500 militants répartis sur toute la France. On y trouve des étudiants et aussi des skinheads. Ces derniers, vivant en bande, prônant la violence, étaient alors peu politisés. Le PNFE va leur fournir un argumentaire et des gestes rituels. Les idées, c'est pour moi, hein. C'est pour l'Europe, l'Europe blanche, sans les communistes, les juifs, les arabes, les noirs, tout ça. Aujourd'hui, on peut trouver les écrits et le programme du PNFE dans les librairies d'extrême droite. Bien connu des services de police, le groupuscule néo-nazi poursuit encore ses activités. Il y a d'autres activités qui ne sont pas exercées en propre par le PNFE, mais par Claude Cornillo, son fondateur, qui sont des activités de vente de meubleterie néo-nazie par correspondance, affaire dans laquelle il a été condamné d'ailleurs l'année dernière. Et puis il y a des camps d'été, il y a des rassemblements avec des groupes étrangers, notamment le NPD allemand ou des groupes suisses. Les profanateurs de Carpentras appartenaient à la mouvance Skin à l'époque des fêtes. Aujourd'hui, ils se disent PNFE. Claude Cornillo, le fondateur de ce parti néo-nazi, affirme aujourd'hui ne pas les connaître. Réaction de Jack Lang, cette affaire montre à quel point la propagande de l'extrême droite est criminogène. Le président de SOS Racisme est encore plus direct. Fodessila affirme en effet que Jean-Marie Le Pen a du sang sur les mains. Le Front National devrait réagir demain à l'occasion d'une conférence de presse. Un violent incendie a ravagé cette nuit l'aile est du palais de justice de Bastia qui abrite notamment les services des archives. Ce sinistre est pour l'instant d'origine encore indéterminée. Reportage Yannick Aroussi, Lucien Tellu. Quelques volutes de fumée se dégagent encore, mais ce soir l'incendie est complètement éteint. Première inspection dans les combles du palais de justice pour les pompiers qui constatent une nouvelle fois l'étendue des dégâts. Les inspecteurs de la police judiciaire les avaient précédés, mais l'enquête pour déterminer l'origine de l'incendie ne fait que commencer. Il est manifestement évident qu'avant de pouvoir se faire une opinion sur les origines de l'incendie, il faut attendre que des experts qui vont venir du continent viennent épauler les enquêteurs. Pour l'instant, aucune hypothèse ne doit être écartée, aucune hypothèse ne doit être privilégiée. Les archives stockées sous les combles, les cabinets d'instruction à l'étage du dessous, le parquet, encore un étage plus bas, tous ces services ont été rudement touchés, de nombreux dossiers sont détruits. Il y a eu des dégâts des eaux, bien sûr, qui ont abîmé certaines procédures ou certains outils, mais enfin, pour l'essentiel, tout a été sauvé pour les parties qui n'ont pas été endommagées par le feu. Recenser tout ce qui a été endommagé, trouver 400 mètres carrés de locaux pour reloger le personnel, assurer la sécurité du bâtiment, telles sont ce soir, en dehors de l'enquête, les premières priorités de la justice. Il faudra ensuite procéder au déblaiement, puis aux réparations. Les travaux de reconstruction devraient durer au moins 2 ans. L'ESB, la maladie dite de la vache folle, semble transmissible de la vache au veau. La menace est très faible statistiquement et ne change rien aux mesures décidées pour protéger les consommateurs. Mais cette information, révélée d'ailleurs par des scientifiques britanniques, pourrait hypothéquer les chances de la Grande-Bretagne d'obtenir une levée rapide de l'embargo. Reportage Patrice Velay, Georges Janssen. Cette étude britannique a débuté il y a 7 ans sur près de 600 animaux sains ou infectés. Une conclusion s'impose, une vache peut, dans certains cas, transmettre la maladie à son veau, mais dans de très faibles proportions, 1% en moyenne. Les Britanniques viennent de communiquer l'information à Bruxelles, mais aucune mesure de contrôle supplémentaire ne sera prise outre-Manche. La transmission ne se produit pas dans des proportions assez importantes pour entretenir l'épidémie dans les troupeaux. Ça n'a pas d'incidence sur la santé humaine et donc ça ne justifie pas des modifications dans les réglementations de santé publique.
En France, les scientifiques se doutaient bien que la transmission vache-veau était possible. Le comité sur l'étude de la maladie en avait d'ailleurs tenu compte. L'embargo imposé à la Grande-Bretagne concernait aussi les veaux. Alors aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture affiche sa sérénité. Cette étude n'apporte rien par rapport aux précautions que nous avons prises. Je dirais même que compte tenu de la faiblesse des statistiques telles qu'elles ressortent de l'étude britannique, nous avons toute raison de penser qu'effectivement, nous proposons aux consommateurs une viande qui ne présente aucun risque. À Bruxelles, aucune mesure particulière n'a été annoncée aujourd'hui. Pourtant, cette étude aura sans doute une conséquence. La maladie devrait être plus longue à éradiquer. De nombreux jeunes bovins peuvent être maintenant suspectés d'infection en Grande-Bretagne. La levée de l'embargo pourrait donc être repoussée. Jacques Chirac a reçu à l'Elysée son ancien rival pour la présidentielle, Édouard Balladur, pour un déjeuner privé. Déjeuner très privé car les journalistes ont été tenus à l'écart. Dans un communiqué, la présidence de la République a précisé que l'entrevue entre ses amis de 30 ans s'était déroulée dans une atmosphère très cordiale. Seule information précise, de la volaille était au menu en plat principal. Les deux hommes ont plus que probablement évoqué la dégradation du climat économique avec la nouvelle hausse du chômage enregistrée au mois de juin. Coïncidence plutôt malheureuse, le même jour, le ministre du Travail, Jacques Barrot, a annoncé une coupe de 20 milliards de francs dans les divers systèmes d'aide à l'embauche, avec notamment un recentrage dès cet automne du fameux CIE, le contrat initiative emploi. Précision Laurent Bailly. Vraiment, on va de petit boulot en petit boulot et on cherche une entreprise qui va pouvoir nous garder, mais en fait, il n'y en a pas, quoi. Comme elle, ils sont aujourd'hui plus de 600 000 jeunes en France qui pointent à la NPE. Les chiffres publiés hier, plus 22 800 demandeurs d'emploi en juin, confirment la hausse du chômage déjà enregistrée en mai, en dépit des efforts menés en faveur de l'emploi. C'est pourtant le moment que choisit le ministre du Travail pour faire le ménage dans les aides à l'emploi, qui constituent aujourd'hui un maquis d'une 60aine de mesures accumulées au fil des gouvernements successifs. Objectif, réaliser 20 milliards d'économies avec des aides moins nombreuses mais plus ciblées. Exemple avec le contrat initiative emploi, le fameux CIE. En 1997, les patrons qui recrutent des chômeurs de longue durée seront toujours exonérés de charges pendant 2 ans, mais ils ne toucheront les 2000 francs de prime mensuelle que si l'embauché était au chômage depuis plus de 3 ans. Autre mesure d'économie, les employeurs qui utilisent les contrats emploi solidarité, les CES, devront désormais en prendre 10% à leur charge. Quant à l'aide pour le premier emploi des jeunes, elle sera tout simplement supprimée et les stages financés par l'État diminueront de 50 000 l'an prochain. À l'arrivée, ce toilettage risque d'être insuffisant pour endiguer la hausse du nombre des chômeurs, plus 135 000 sur un an, car les experts ne sont pas très optimistes pour l'an prochain. Aux États-Unis, près de 5 jours après l'attentat qui a endeuillé les Jeux Olympiques d'Atlanta, les enquêteurs du FBI, manifestement sous pression pour aboutir avant la fin de ces Jeux, affirment tenir plusieurs bonnes pistes. La principale étant, semble-t-il, Richard Jewell, un ancien policier de 33 ans qui est devenu la personne la plus épiée des États-Unis. Reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Curté, Claude Barnier. Richard Jewell est chez lui. L'Amérique entière le sait. Les agents du FBI qui ont perquisitionné son domicile ont dîné hier au soir. Selon CNN, ils ont commandé 20 pizzas. Depuis 10 jours, toutes les caméras américaines sont pointées vers Atlanta. Désormais, l'homme le plus connu de ces Jeux est un simple agent de sécurité. À la radio, dans la rue, des voix commencent à s'élever pour dire que décidément, trop, c'est trop. On sait tout de lui, de son passé. Certes, on y trouve l'itinéraire d'un ancien policier frustré, qui est allé d'échec en échec. Son ancien supérieur va même jusqu'à nous distribuer son dossier personnel. On y découvre qu'il a démissionné après avoir embouti 2 voitures de police. Son chef veut alors le transformer en gardien de prison. Lui va préférer démissionner. Compte tenu de ce qui s'est passé avec les véhicules de patrouille, on a fait en sorte qu'ils ne puissent plus toucher aux voitures. Avait-il le droit d'avoir une arme en tant que gardien de prison? Les armes, ce n'était pas le problème, mais je ne crois pas qu'il les gardait en prison. Héros ou criminel, pour l'instant, seul Richard Jewell le sait. Mais en voulant médiatiser son rôle, il a permis aux télévisions américaines de faire de son histoire un véritable feuilleton. Même innocent, il n'aura plus qu'à quitter la ville.
Et dans l'enquête sur la destruction du Boeing de la TWA au large de New York, le directeur du FBI a affirmé aujourd'hui n'avoir toujours pas les preuves crédibles, tangibles d'un acte criminel. Notamment, l'analyse des débris du Boeing n'a pas permis de mettre en évidence des traces d'explosifs, mais en privé, les experts affirment qu'une défaillance technique serait tout à fait surprenante. C'est un accueil digne d'un chef d'État qu'a reçu en rentrant au pays Sarah Balavagan, cette jeune adolescente philippine condamnée à mort aux Émirats arabes unis pour le meurtre de son employeur qui avait tenté de la violer. Cette condamnation à mort avait été commuée ensuite en peine de prison sous la pression de l'opinion publique internationale. Sarah a bénéficié hier d'une libération anticipée. Après 3 mois de procès à Rome, le tribunal militaire a reconnu l'ancien capitaine SS Erich Prischke coupable d'avoir participé en mars 1944 à un massacre qui avait coûté la vie à 335 Italiens. Mais les juges lui ont accordé des circonstances atténuantes, ce qui lui permet d'être libre immédiatement. Dorothée Oliéric. Le procès de l'ancien capitaine nazi Erich Prischke aura duré 3 mois. Après 30 audiences et 170 heures de débat, le verdict est tombé cet après-midi. Le tribunal reconnaît Prischke coupable d'avoir pris part au massacre de 335 civils italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les juges l'ont disculpé des accusations de cruauté et de préméditation, estimant qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Prischke est donc coupable, mais son avocat le lui confirme, grâce aux circonstances atténuantes, il est libre. Erich Prischke, aujourd'hui 83 ans, risquait la réclusion criminelle à perpétuité pour ça. Le massacre, le 23 mars 1944, des 335 otages italiens exécutés dans les fosses ardéatines, des grottes dans la banlieue sud de Rome. Prischke avait reconnu avoir fusillé lui-même 2 des victimes. Pour les familles, comme pour la communauté juive italienne, la libération de l'ancien officier nazi est scandaleuse. Des cris, des larmes, des insultes, toute l'indignation de ceux qui n'ont jamais oublié une des plus terribles pages de l'histoire. En déplacement en Algérie, Hervé de Charette s'est rendu cet après-midi au monastère de Tibéirine pour se recueillir sur la tombe des 7 moines trappistes français assassinés en mai par le GIA. Geste éminemment symbolique au terme d'un voyage très politique. Précision avec notre envoyé spécial Véronique Tavot. Le temps fort de la visite d'Hervé de Charette à Alger, la rencontre en début d'après-midi à la présidence. Un entretien très politique, destiné entre autres à effacer la polémique qui avait suivi l'annulation de la rencontre prévue à New York en octobre dernier entre Jacques Chirac et Yamin Zeroual. Depuis, celui-ci a été légitimé par l'élection présidentielle algérienne et une page des relations entre Paris et Alger tournée. À l'issue de son entretien de plus d'1 heure avec le président algérien, Hervé de Charette n'a pas caché sa satisfaction. J'ai fait part au président algérien de la volonté politique de la France de faire en sorte que les relations franco-algériennes prennent un nouveau départ, qu'elles soient fondées sur les principes du respect mutuel, de l'intérêt commun français et algérien et de la concertation étroite sur toutes les questions qui nous concernent les uns et les autres. Rétablir le dialogue, relancer la collaboration franco-algérienne, la mission qu'Hervé de Charette s'était fixée en venant ici. À l'issue de sa visite de 24 heures, le ministre des Affaires étrangères s'est déclaré totalement satisfait. Entre Paris et Alger, on parle maintenant d'une étroite collaboration. Même si beaucoup d'hôteliers ou encore de restaurateurs se lamentent de la baisse de fréquentation, la Côte d'Azur reste un Eldorado pour de très nombreux touristes français, bien sûr, mais aussi étrangers, notamment des anciens pays de l'Est. Témoin ce reportage d'Olivier Théron et de Didier Beaumont dans un camping qui compte près de 20% de Polonais qui vivent pratiquement en autarcie. Seuls les coups de soleil sont made in France. Au menu, des ziemniaki, kapasta, sałatka, préparés comme au pays. Et pour accompagner ce plat typiquement polonais, le borscht przeworny, un potage de betterave aux pâtes. Toute la nourriture, ou presque, vient directement de Pologne. Pourtant, nous sommes au pays de l'huile d'olive, sur la Côte d'Azur. Les Polonais veulent bien payer le paysage, mais pas plus. Le prix d'un séjour ici, c'est le prix d'un salaire moyen. C'est-à-dire en francs français 1200 francs à peu près.
Malgré tout, les Polonais sont venus en masse. Des allées entières de ce camping sont réservées toute la saison. Ni les 48 heures d'autocar, ni les tarifs élevés n'ont pu les entraîner vers d'autres destinations. Une bénédiction pour le camping qui compense ainsi une saison plutôt morose. Nous, on travaille essentiellement donc avec des Polonais, des Hongrois et des Tchèques. On est en train d'essayer de nouer des contacts avec des tour opérateurs russes. Donc c'est vrai que pour les 10-15 ans à venir, il faut se tourner vers ces pays-là parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Azur, ils ne l'ont pas vue au même titre que des populations allemandes, hollandaises, anglaises ou italiennes qui viennent déjà depuis beaucoup plus longtemps. Les touristes de l'Est, qui représentent 20% de la clientèle du camping, ne dépenseront que très peu d'argent au cours de leur séjour, à peine plus de 1000 francs. Il est vrai qu'à Europa Beach, le soleil et la mer sont gratuits. Avant de mettre le cap vers Atlanta pour le journal des Jeux, un mot de football avec des nouvelles de notre Papin national qui a signé aujourd'hui un contrat de 2 saisons avec les Girondins de Bordeaux. L'ancien attaquant du Bayern s'est dit soulagé et heureux de revenir au pays. Joie partagée par Christophe Duchiron. C'est un retour en France, un retour en grâce et bientôt peut-être un retour gagnant. JPP revient, c'est le retour de Jean-Pierre Papin. Cet après-midi, il a signé son contrat. Ce matin, il a signé des autographes. Et ceux qui pensaient que JPP n'était plus qu'un guignol et un footballeur fini se sont mis un ballon de foot dans l'œil. J'espère déjà apporter mon expérience, ma fraîcheur, parce que j'ai pas joué depuis longtemps. J'ai envie de jouer, je me sens en pleine forme. J'ai fait la préparation avec le Bayern depuis un mois et demi. Et donc, après les tests positifs ce matin, je me sens très bien. Bon pour le service, d'un point de vue médical, on va peut-être retrouver le Papin de Marseille. Le JPP flingueur, artilleur de première et technicien de surface de réparation. Il y a 1 mois et demi, Papin était déjà venu à Bordeaux pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Prince de l'élégance, il avait même salué les Bordelais, battus par son club d'alors, le Bayern de Munich. Après 4 ans d'absence, Jean-Pierre Papin revient en France, et c'est tant mieux, absolument. Dans un instant, le journal des Jeux en direct d'Atlanta. Le temps de vous rappeler votre rendez-vous avec Florence Daucher pour le dernier journal, en principe vers minuit et demi, entre 2 épreuves olympiques. À demain, bonsoir.